ô mon pays, au cours des siècles qui vont naître, puissent tes chers enfants ne jamais méconnaître ces nobles ouvriers de tes futurs destins. Ils furent les premiers défricheurs de la lande, qu'on réserve toujours la plus fraîche guirlande pour ces vaillants des jours anciens. La majorité des évangéliques aujourd'hui ignorent à quand remonte la naissance de leur mouvement au Québec. Est-ce au réveil des années 1970 où des centaines d'églises ont surgi sur tout son territoire? Est-ce avec l'apparition de ces diverses dénominations au XXe siècle? Ou encore, comme certains, qui affirment avec fierté que leur origine remonte directement à l'Église du temps des apôtres. Ce qu'ils oublient, c'est qu'il ne saurait être question d'évangélique sans évangile, qu'au moins 2 conciles au Moyen Âge, celui de Toulouse en 1229 et de Béziers en 1246, avaient interdit de lire ou d'en posséder un exemplaire sous peine de supplice et d'exécution. En 1505, un jeune étudiant en théologie à l'université d'Erfurt en Allemagne découvrit en parcourant les étagères de la bibliothèque une Bible complète en latin. C'est le trésor retrouvé de la parabole des évangiles. Et cela conduisit Martin Luther à proclamer le droit de chacun, quelle que soit sa condition, de vivre en communion directe avec Dieu au travers de sa parole. Le 30 octobre 1517, Luther cloue sur la porte de l'église de Wittenberg ses 95 thèses dénonçant la vente d'indulgences dont les profits servaient à financer la construction de la basilique à Saint-Pierre de Rome. Comparaissant devant l'empereur Charles V à la diète de Worms, Luther est sommé de se rétracter. L'imprimerie naissante ayant créé une soif de nouveauté, ces thèses se répandirent dans toute l'Europe où l'on prit parti pour ou contre lui. En France, la réforme se répandit rapidement. Après avoir touché les milieux intellectuels et la noblesse, elle rejoignit un nombre important d'artisans, de marchands et d'armateurs. Condamnés par la faculté de théologie de Paris en 1521, les premiers hérétiques, aussi appelés huguenots ou réformés, sont envoyés au bûcher en 1523. Alors que les rois qui se succèdent sur le trône de France oscillent entre tolérance et intolérance, la foi protestante ne cesse de s'étendre malgré la persécution. L'amiral de Coligny, chef des protestants jouissant d'une bonne influence à la cour, reçut la mission de fonder des colonies de refuge pour ses coreligionnaires au Brésil, en Floride et jusqu'en Nouvelle-France. Cette quête de liberté explique pourquoi, parmi les 11 premiers gouverneurs de la Nouvelle-France, on recense pas moins de 6 réformés, dont Jean-François de Larocque, sieur de Roberval, qui tenta d'établir une colonie à Cap-Rouge en 1541. Pierre Chauvin, qui établit un poste de traite à Tadoussac en 1601, et Samuel de Champlain, qui fonda Québec en 1608 sous l'autorité de Pierre de Gas, sieur de Mont. Et aussi pourquoi on retrouve alors plusieurs protestants parmi les premiers habitants et les hommes de métier, d'un certain nombre de protestantes parmi les filles du roi, et enfin de plusieurs huguenots parmi les soldats et les marins. Sans parler de la grande proportion de marchands protestants présents dans la colonie.
Ceci déplaisait évidemment à l'évêque de Québec, qui écrivit au roi pour se plaindre. En réponse, un ministre de Versailles lui rappela que les protestants au Canada forment 14 maisons qui font les 3/4 du commerce du pays et que si on les chassait, ce serait faire un grand tort à la colonie, les négociants canadiens n'étant pas assez nombreux ni assez riches pour fournir tout ce qui est nécessaire. Pourtant, leur rêve fut de courte durée. Les Jésuites, arrivés en Nouvelle-France en 1625, font tout ce qui est dans leur pouvoir pour les exclure de la colonie. En 1627, la Compagnie des Sans-Associés est formée avec le mandat de n'accepter que des catholiques au pays. Cela n'empêche pas pour autant les fondateurs de Ville-Marie de devoir recruter des protestants pour leur colonie missionnaire. Ils étaient là dès le début et on fit tout pour les déraciner. Mais malgré leur petit nombre, nous allons voir que les protestants ont exercé une profonde influence dans notre histoire. Dans le tome 1 de son Histoire du Canada français paru en 1845, François-Xavier Garneau, notre premier historien national, affirma que Richelieu fit donc une grande faute lorsqu'il consentit à ce que les protestants fussent exclus de la Nouvelle-France. S'il fallait expulser une des deux religions, il aurait mieux valu, dans l'intérêt de la colonie, faire tomber cette exclusion sur les catholiques qui émigraient peu. Richelieu porte un coup fatal au Canada en fermant l'entrée aux Huguenots d'une manière formelle par l'acte d'établissement de la Compagnie des Sans-Associés. De nombreux passages traitant des protestants furent censurés par les Jésuites et il fallut attendre l'édition Alcan de 1920 pour que le texte original soit rétabli. Le 31 octobre 1835, alors que le vent du réveil souffle sur la Suisse, Henriette Feller et son ami Louis Roussy débarquent à Montréal, mandatés par la Société des Missions de Lausanne. À cette époque, le Québec ne compte qu'une poignée de protestants francophones et ce qui frappe par-dessus tout Mme Feller, c'est le niveau d'ignorance et de superstition qui règne dans cette ville aux apparences modernes. Il faut dire que dans les années 1830, à peine un Québécois sur 10 en ville est capable de lire le journal. Mais cette femme de caractère ne se laisse pas décourager par cet obstacle, comme elle l'écrit dans ses mémoires. Quelques jours après mon arrivée, j'en vins à la conclusion qu'il était dans les desseins de Dieu que j'aille offrir la parole de Dieu de maison en maison. Dans la plupart des familles où un membre sait lire, les Montréalais sont généralement disposés à acheter la parole de vie, quelques-uns l'ayant fait sans demander la permission au prêtre. À ceux qui l'ont réclamé, il leur a été ordonné de refuser la parole de Dieu comme le livre le plus dangereux. Partout où les prêtres apprennent qu'il y a un Nouveau Testament, ils ordonnent à son propriétaire de le brûler. Ces malheureux ennemis de Dieu ont été bien déconcertés par nos visites à leurs troupeaux et leur ont défendu du haut de la chaire de me recevoir et de m'écouter. Loin de l'influence du clergé, les missionnaires sont invités par un protestant anglophone à s'installer sur ces terres à Saint-Blaise-sur-Richelieu, où Henriette Feller démarre une œuvre d'éducation
auprès des enfants et de leurs parents en utilisant la Bible. En plus de ses talents d'éducatrice, elle partage ses connaissances médicales pour soigner les gens. Malgré les violences physiques, le vandalisme ou les incendies, sa classe compte bientôt une quarantaine d'enfants, alors qu'une soixantaine de personnes assistent généralement aux offices religieux. Les missionnaires ne pouvaient tout faire et s'attendaient à Dieu qui pourvut d'une manière inattendue. Un jour, ils eurent la surprise de voir arriver l'un de ces prêtres qui leur avait fermé tant de portes en les brutalisant parfois. Désireux de connaître la vérité, Louis Normando, vicaire à l'Acadie, reçut la parole avec joie et demanda à rester. Ensuite, Cyril Côté, enseignant, médecin, homme politique et patriote, se joignit à eux après s'être converti et devint pasteur baptiste de la plus ancienne église franco-protestante au Québec, soit celle de Marieville. Le succès du duo Feller-Roussy stimula les églises anglophones de Montréal à fonder une société qui soutiendrait les efforts des missionnaires dans la propagation de la foi protestante auprès des Canadiens français. La petite école, ouverte par Henriette Feller dans le grenier de la maison Lévesque, prit rapidement de l'envergure. Une école pour filles fut ouverte à Saint-Pie en 1850 sous la direction de Théodore Lafleur, fraîchement gradué de Genève. Il fut secondé par un autre prêtre converti, Hubert Joseph Tétrault. L'école fut détruite dans un incendie en 1854 et transférée dans un édifice plus spacieux du Vieux Longueuil. Entre 1836 et 1846, de nombreuses écoles sont établies, dont deux vont devenir des institutions importantes, l'Institut méthodiste français et l'Institut de Pointe-aux-Trembles. La qualité de l'enseignement y était telle que les catholiques n'hésitaient pas à y envoyer leurs enfants, ceux-ci formant à certains moments jusqu'à 50% de la clientèle. Fiat Lux, que la lumière soit. Telle était la devise de l'Institut Feller, répandre la lumière de la connaissance de Christ au sein des ténèbres. Dans le tome 2 de son Histoire du protestantisme au Canada français et aux États-Unis, publié en 1910, le pasteur R.P. Duclos fait le bilan suivant. Le protestantisme français, commencé dans les districts ruraux, en est sorti, s'est étendu, est devenu entreprenant. On a vu des jeunes gens sans autre capital que leur jugement, leur persévérance et le crédit de leur honnêteté se faire une place dans l'industrie. De cette sphère pratique, le protestantisme a évolué et est monté dans des sphères plus élevées. On l'a vu prendre sa place dans la mission évangélique, dans l'enseignement primaire, normal, académique et universitaire. Il s'est frayé un chemin dans les professions libérales, médecines humaines et vétérinaires. Enfin, plusieurs de nos gradués de l'université sont arrivés à la jurisprudence. Elle compte parmi nous de ses meilleurs représentants, dont quelques-uns ont été choisis pour régler des questions internationales. D'autres se sont sentis entraînés vers l'étude des sciences. La faculté des sciences appliquées
en a vu plusieurs arriver aux plus hautes distinctions dans l'étude de la géologie, de l'application de l'électricité, la chimie et les mines. En faisant une revue du protestantisme français, nous voyons qu'il fait bonne figure, quoiqu'il soit représenté par une petite minorité. Le protestantisme français ne suit pas, il va de l'avant. C'est dans un sentiment de reconnaissance envers Dieu qui nous a donné son Évangile que nous constatons ces évolutions qui nous ont sortis des rangs les moins favorisés de notre époque pour nous faire prendre notre large part dans les diverses branches de notre civilisation moderne. Une publication de l'Institut français évangélique de la Pointe-aux-Trembles en 1948 passe en revue l'œuvre accomplie depuis sa fondation. Durant ce siècle, l'Institut français évangélique a mis sur le chemin du succès des milliers de jeunes gens, et nombreux sont ceux à qui il a fait resplendir la lumière de la vérité évangélique. Parmi ses élèves, de nombreux ministres de l'Évangile, évangélistes, instituteurs, gardes-malades, médecins, dentistes, avocats, professeurs d'université, pharmaciens et comptables, des centaines se sont lancés dans le commerce et l'industrie. La vieille école est justement fière du travail qu'elle a accompli, fière de ses directeurs qui ont arrosé de leurs larmes le sol sacré de la Pointe-aux-Trembles, fière de ses élèves qui lui font honneur dans presque toutes les sphères de l'activité humaine, qui ont été et sont encore le sel et la lumière de notre province. En 1890, soit 22 ans après la mort d'Henriette Feller, le Québec comptait environ 20 000 protestants francophones. Un bel exemple de coopération dans la moisson. Au cours de ces 40 années d'existence, la Société missionnaire canadienne-française avait réussi à rassembler au coude à coude, dans un zèle et un service commun de Jésus-Christ, des hommes et des femmes laïcs et pasteurs de provenance, de confession et de tendances théologiques diverses. C'est avec fierté que nous avons découvert tout ce que nous devons à ces pionniers de la foi qui nous ont précédés. Sommeurs déterminés au milieu de l'adversité, champions de l'éducation, ardents défenseurs de la liberté de conscience et des droits humains au Québec, leur nom peut bien avoir disparu de nos mémoires, mais le fruit de leurs œuvres demeure. Leurs idéaux de liberté, de tolérance, de progrès et d'égalité ont fini par triompher de l'ignorance et de la pauvreté. Si ce regard plongé dans notre passé ne suffit pas à vous faire éprouver une réelle fierté, ajoutons-y encore quelques fleurons. Pierre du Calvet, négociant et juge de paix de descendance huguenote, il fut l'un des premiers promoteurs de la démocratie au Québec. Le révérend Charles Chiniki, l'un des plus brillants orateurs du 19e siècle et adversaire acharné du protestantisme, qui se convertit en 1858. À sa mort le 14 janvier 1899, celui qu'on appelait le Luther du Canada se vit consacrer la page 1 du journal La Presse. Louis-Joseph Amédée Papineau, écrivain et patriote comme son père, il fut inspiré par le courage de Chiniki à publier dans les journaux de juillet 1894 son intention de se convertir au protestantisme. Sire Henri Gustave Joly de Lotbinière,
le seul premier ministre franco-protestant au Québec, il fut également le premier chef du Parti libéral du Québec. Élevé par une mère huguenote, il avait fréquenté dans sa jeunesse l'église réformée de Paris avant de déménager au Québec. Jacob Nicole, qui après avoir gradué de l'Institut Feller et complété sa maîtrise en droit à l'Université Laval, connut une brillante carrière. Après avoir servi comme député dans les cantons de l'Est, il fut ministre des Affaires municipales et sénateur. Nicole a été l'un des fondateurs de la Tribune de Sherbrooke, en plus de posséder de nombreux journaux et postes de radio au Québec. Paul-Frédéric Payan, maire de Saint-Hyacinthe de 1910 à 1914, Edmond Guillet, entrepreneur et maire franco-protestant à Marieville de 1905 à 1909, puis de 1911 à 1913. Héritiers de ces visionnaires, levons-nous, non pour entreprendre les luttes fratricides du passé, mais pour faire revivre l'esprit d'indépendance qui les inspira, pour faire vivre surtout l'esprit de Christ, la foi huguenote qui libère les âmes, la foi au Christ des évangiles qui affranchit.